La troisième loi de Kepler, aussi appelée la loi des périodes, elle nous apprend que plus une planète elle est loin de son étoile, plus sa période de révolution sera longue et qu'il existe une formule permettant de calculer la distance d'une planète à son étoile si on connaît sa période de révolution ou vice-versa. Cette loi elle a été montrée par Kepler en se basant uniquement sur l'observation du mouvement des planètes. Elle est dite empirique. Ça marche, mais sans vraiment qu'on sache trop pourquoi. Et pour cause, une démonstration simple de cette loi fait intervenir la seconde loi de Newton qu'il n'a énoncée qu'après la mort de Kepler. Donc Kepler pouvait voir des choses, mais il ne pouvait pas les comprendre puisqu'il n'avait pas les outils théoriques pour le faire. Mais ce n'est pas notre cas, nous on a vraiment tous les outils théoriques pour comprendre la troisième loi de Kepler, et on va notamment la démontrer en utilisant la formule de la force de gravitation de Newton, les repères de Freinet, et la seconde loi de Newton. Ce sera donc un très bon exercice d'entraînement en vue de préparer le bac par exemple, ou vraiment simplement pour comprendre la troisième loi de Kepler en profondeur. Pour rappel, les planètes elles orbitent autour du Soleil selon une ellipse. On peut caractériser une ellipse par son excentricité. Plus le nombre obtenu est proche de 0, plus la trajectoire ressemble à un cercle. On voit ici que hormis Mercure, l'excentricité des autres planètes elle est relativement petite, en général de l'ordre de 0,05 ou 0,09 au maximum pour Mars. Et le fait que l'excentricité des planètes du système solaire soit petite va nous permettre de faire une première approximation. On va approximer toutes les trajectoires des planètes autour du Soleil par des cercles. Garde cependant en tête qu'il ne s'agit que d'une approximation et que les planètes elles décrivent des ellipses autour du Soleil. Dans l'exercice, on va utiliser la représentation de la Terre, mais garde également à l'esprit que ça fonctionne avec n'importe quel corps orbitant autour du Soleil. Maintenant qu'on a posé nos hypothèses de base, on va pouvoir commencer l'exercice. On va se positionner dans un repère de Freinet centré sur la Terre autour du Soleil. Comme toujours lorsqu'on utilise un repère de Freinet, on a un vecteur qui part de l'objet en rotation, ici la Terre, vers le centre du mouvement, ici le Soleil. On appelle ce vecteur le vecteur normal et on le note grand N. On positionne un second vecteur, orthogonal au vecteur n, et dans le sens de la trajectoire. On le note grand T pour tangentiel, car il est tangent à la trajectoire. Les repères de Freinet permettent d'étudier de manière plus simple les trajectoires circulaires. Et notamment, on a les deux égalités suivantes. Exprimées dans un repère de Freinet, l'accélération elle va comporter deux composantes. La composante tangentielle, AT, qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et la composante normale, AN, qui est égale à la vitesse au carré, divisée par la distance entre l'objet, donc ici la Terre, par rapport au centre du mouvement, ici le Soleil. On retient bien ces deux égalités, on va s'en resservir dans la suite de l'exercice. Une fois qu'on a correctement défini notre repère de Freinet, on peut maintenant exprimer la seconde loi de Newton. Alors, pour rappel, la seconde loi de Newton, c'est une loi qui te dit que la somme des forces extérieures appliquées à un objet, c'est égal à la masse de cet objet, donc ici la Terre, fois son accélération. Le tout étant une égalité vectorielle, c'est pour ça qu'on retrouve un vecteur sur la force et sur l'accélération. Alors, on l'a dit, dans la seconde loi de Newton, on va utiliser la somme des forces qui s'appliquent à un objet, ici la Terre. Et en première approximation, la seule force qui s'exerce sur notre planète, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Cette force d'attraction gravitationnelle, Newton nous dit qu'elle est égale à grand G, la constante de gravitation de Newton, la masse de la Terre, donc la masse de l'objet qui tourne autour du Soleil, fois la masse du Soleil, est divisée par r au carré, c'est-à-dire la distance entre le Soleil et la Terre au carré. On multiplie tout ça par le vecteur normal, puisque la force est bien dirigée de la Terre vers le Soleil, donc uniquement selon le vecteur normal. La composante selon le vecteur tangentiel, elle est bien nulle dans notre exemple. Si on fusionne les deux égalités qu'on a obtenues jusque-là, on obtient que le vecteur accélération est égal à g fois la masse du Soleil, divisé par la distance Terre-Soleil au carré. On a toujours une égalité vectorielle, et l'accélération est donc uniquement selon le vecteur normal de notre repère de Freinet. N'hésite pas à mettre pause et à revenir un petit peu en arrière si tu trouves que ça va trop vite. Tu as vraiment tous les calculs qui sont détaillés au fur et à mesure à l'écran, mais c'est vrai que ça peut être vraiment hard si tu le fais pour la première fois, mais t'inquiète pas, si tu le revois deux ou trois fois, ça sera vraiment beaucoup plus fluide pour toi. On a obtenu une première égalité du vecteur accélération que je t'ai écrit à l'écran. On a vu précédemment que dans un repère de Freinet, on a des égalités pour les accélérations tangentielles et des égalités pour les accélérations normales. L'accélération tangentielle, c'est égal à dv sur dt, donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et l'accélération normale, c'est égal à la vitesse au carré divisée par r, c'est-à-dire la distance entre notre objet et le centre du mouvement. On peut maintenant partir de l'égalité qui est encadrée en rouge, et on voit que dans cette accélération exprimée sous forme de vecteur, on a uniquement
une composante selon le vecteur normal. C'est-à-dire que la composante selon le vecteur tangentiel, elle est nulle. Et ça nous permet d'en déduire directement que AT, c'est égal à 0. Autrement dit, dv sur dt est égal à 0. Autrement dit, la vitesse ne varie pas au cours du temps. La vitesse est constante au cours du mouvement. Et ça, c'est une première caractéristique des mouvements circulaires. Lors d'un mouvement circulaire, la vitesse ne va pas varier au cours du temps. On peut également en conclure une deuxième chose. On a v au carré sur r qui va être égal à grand G fois la masse du Soleil divisé par r au carré. Et ça, écrit autrement, on obtient que v au carré, c'est égal à grand G fois la masse du Soleil divisé par r. Autrement dit, si on cherche à avoir la vitesse de notre objet tout au long de son mouvement, on a une première égalité, v est égal à la racine carrée de grand G fois la masse du Soleil divisé par r. J'ai encadré cette égalité, car comme tu t'en doutes, elle va nous resservir un petit peu plus tard. Comme toujours en physique, il y a une relation entre la vitesse, la distance parcourue, et la durée qu'il faut pour parcourir cette distance. La relation, c'est la vitesse qui est égale à la distance divisée par la durée. Ici, on a un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que le mouvement est circulaire et que l'objet se déplace toujours à vitesse constante. La distance parcourue lors d'une révolution complète, c'est égal au périmètre du cercle, donc 2π fois le rayon. Et par définition, la durée qu'il faut pour faire un tour complet, c'est une période de révolution, on appelle ça grand T. Pour la Terre, par exemple, c'est 365 jours, 25. On obtient donc la relation V est égal à 2π r, où ici r est la distance entre le Soleil et la Terre, divisé par grand T, où grand T est la période de révolution de la Terre. Arrivé là, on a presque fini l'exercice. On a obtenu deux expressions de la vitesse. On a la vitesse qui est égale à 2π r divisé par la période de révolution, et la vitesse qui est égale à la racine de grand G fois la masse du Soleil divisé par le rayon. On peut faire quelque chose qu'on fait très souvent en physique, c'est-à-dire fusionner ces deux égalités. On obtient l'égalité que tu trouves à l'écran. On va retravailler cette égalité, donc ici on a tout mis au carré sur la partie de gauche de l'égalité pour pouvoir supprimer la racine carrée, et on obtient t au carré divisé par r au cube qui est égal à 4π au carré divisé par grand G fois la masse du Soleil. Ici on remarque quelque chose sur la partie de droite. 4 c'est un nombre, pi c'est un nombre, donc au carré, tout ce qu'on a au numérateur de l'égalité est un nombre, c'est vraiment invariable, c'est une constante. Au dénominateur, on obtient grand G fois la masse du Soleil. Grand G est une constante, la masse du Soleil est supposée invariable. Donc tout ce qu'on a sur le membre de droite de l'égalité, 4π au carré divisé par grand G fois la masse du Soleil, est une constante. On retrouve bien la loi des périodes, t au carré divisé par r au cube est égal à une constante. Dans la loi des périodes, on exprime ça sur t au carré divisé par a au cube puisqu'on parle de mouvement elliptique, mais dans notre exemple, on a parlé de mouvement circulaire pour simplifier les calculs. Mais on retrouve bien la loi des périodes, c'est-à-dire la troisième loi de Kepler. C'est tout pour cette vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu avant de partir, t'abonner et partager à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile. A bientôt!